Bonjour et merci d'être avec nous pour Dimanche en politique. Jean-Luc Mélenchon fait partie de la bande des 5, les 5 candidats qui dans les sondages sont donnés au-dessus des 10%. Une barre symbolique à partir de laquelle tous les espoirs sont permis dans cette présidentielle décidément atypique. Mais cette campagne ne ressemble décidément à aucune autre. L'affaire Fillon bouscule et fragilise tout. À 49 jours du premier tour, tout est donc encore possible. À gauche d'ailleurs, les frontières bougent. Jean-Luc Mélenchon, député européen, candidat de la France Insoumise, est notre invité ce midi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. La France Insoumise, au fait, est-ce que vous l'avez trouvé? Parce que dans les sondages, c'est 11% d'intention de vote. C'est ça, la France Insoumise? La France Insoumise, vous la verrez, rebelle, joyeuse, le 18 mars prochain, de la Bastille à la République, et vous la verrez dans ce qu'elle a de meilleur, c'est-à-dire une volonté positive, pacifique, rien à voir avec l'aigreur, la discorde, l'esprit de revanche qui va aujourd'hui s'afficher autour de M. Fillon. Justement, depuis un mois maintenant, l'affaire Fillon empoisonne la campagne présidentielle. Le candidat de la droite s'en prend au juge. Cet après-midi, des milliers de supporters sont attendus. Place du Trocadéro à Paris. Je vous attends nombreux, très nombreux, pour montrer aux yeux de tous ce qu'est la volonté populaire des militants de la France. On serait très surpris s'il n'y avait pas 50 000 personnes, on serait surpris et déçus. Du côté de ces militants, on assure ne pas être découragé et l'on s'active pour mobiliser les troupes. C'est pour vous informer que nous avons un bus gratuit qui partira de Beauvais. Depuis 2 jours, la liste des défections s'est allongée. Au total, près d'une centaine d'élus ont déjà lâché le candidat de la droite. Il nous a annoncé hier sa mise en examen prochaine. Et il n'est donc aujourd'hui pas en capacité de mener les couleurs de la droite et du centre à l'élection présidentielle. Vous souhaitez que François Fillon arrête sa campagne présidentielle? Oui. Vous le souhaitez? Oui, je lui ai dit. Il est devenu un danger pour l'alternance et à son corps défendant un danger pour la France. Autre défection de poids, Patrick Stefanini, son directeur de campagne, qui quittera l'équipe dimanche soir. Au sein de sa famille politique, François Fillon est de plus en plus isolé. Pendant ce temps-là, la possibilité d'un plan B nommé Alain Juppé se fait de plus en plus crédible. Aux élus qui n'ont pas encore envoyé leur parrainage, envoyez votre parrainage à Alain Juppé. Jean-Luc Mélenchon, François Fillon a appelé donc le peuple de droite à descendre dans la rue aujourd'hui. Est-ce que le soutien populaire peut le sauver? C'est-à-dire que c'est à vous de le dire. Moi, ce que je sais, c'est qu'ils ont bonne mine. Les défenseurs du parti de l'ordre, de la justice, et les voilà, celui-ci qui ne veut répondre de rien, qui appelle à l'émeute contre la justice, l'autre, Madame Le Pen, qui refuse les convocations et montre du doigt les fonctionnaires de police qui veulent l'intercepter, ils ont bonne mine. Si bien que ces gens qui créent la pagaille sociale ou la pagaille d'affrontement ethnique, maintenant créent en plus la pagaille dans la République. Donc moi je crois que la solution, la bonne, c'est la mienne. On sort par le haut, dans l'ordre, avec une constituante, on crée une nouvelle règle du jeu politique et on balaye tout ça, quoi. C'est bon. C'est la fameuse 6e République que vous appelez de vos voeux. Oui. Mais revenons à aujourd'hui. François Fillon a dit que... Comment aujourd'hui? Mais on ne parle que de ça, cher monsieur. De la tout ça, présidentielle. c'est la décadence de la 5e République. Tout est concentré sur une personne. Voilà un homme qui est capable de prendre en otage, cette fois-ci pour de vrai, son propre camp politique. Vous croyez que c'est bon pour la démocratie qu'on ne puisse même pas discuter avec un représentant de la droite? Alors vous qui défendez la 6e République, finalement, vous vous dites, bon, ça peut accélérer l'avènement de la 6e République, mais c'est pas comme ça qu'il faudrait faire. Mais en même temps, voilà, on en est là. Il y a quelque chose contre quoi vous ne pouvez rien et moi non plus. C'est le fil des événements. Si cette constitution et ce système politique se disloquent, c'est parce qu'il est dévoré. Tant mieux. Forcément, je suis pour un autre. Quelles que soient les circonstances. Oui, mais moi, non, je suis pas pour le bazar. Je l'ai toujours dit. Je ne vais pas changer d'avis aujourd'hui. Mais les faits sont les faits. Ce système est pourri de l'intérieur par l'argent. Et pendant qu'on parle d'ailleurs des marionnettes politiques qui représentent les camps de l'argent, Fillon, Macron, Le Pen, on ne parle pas des 9 milliardaires qui possèdent 90% de la presse de ce pays et qui tirent les ficelles pendant eux, alors en toute impunité, on leur demande rien, on leur demande pas de compte, on leur demande même pas à tous de payer leurs impôts en France. François Fillon a dit que le seul juge, à ses yeux, ce serait le suffrage universel, puisqu'il est candidat à la présidentielle. Mais quelle confusion mentale. Le peuple souverain n'est pas le juge d'affaires, de délits, ce sont les juges qui font ce travail. C'est aux juges d'instruire à charge et à décharge et de présenter des preuves. Mais vous êtes le peuple, moi aussi. Comment je peux savoir ce qu'a fait cet homme? Vous n'avez aucun moyen de le faire. Donc vous faites confiance aux juges à 100%. Attendez, je n'ai pas d'autre choix que de faire confiance à la justice. Si je n'en suis pas content, on change les lois. Car les juges ne sont pas propriétaires de la justice. Ils appliquent les lois. Donc si vous n'êtes pas content, changez les lois. Mais si vous vous en prenez au système de la justice en disant que c'est le peuple souverain qui va décider de savoir si vous êtes coupable ou pas, alors ça, je vais vous dire, même la loi de Périal sur les suspects, pendant la Grande Terreur, n'a pas osé le faire. Cependant,
Vous voyez que les enquêtes arrivent maintenant en pleine présidentielle. François Fillon va être convoqué le 15 mars, 2 jours avant la date limite des parrainages. Est-ce que vous pensez que ce calendrier est étonnant ou pas ? Ah, il est un peu étonnant parce que le moindre voleur de mobilette est jugé en référé. Et des fois, des gens qui n'ont volé rien du tout, mais qui étaient dans une manifestation. Donc plus vite, vous voulez dire encore ? Ah ben c'est clair, ils sont en référé, quick, l'affaire est réglée. Donc il peut y avoir des arrière-pensées dans cette dans Je ne sais pas, et je ne veux pas ajouter au trouble qui est suffisant. Il n'est pas nécessaire que j'y ajoute. Moi, je ne vous propose pas des problèmes de plus, je vous propose une solution. Donc, peuple français, ou bien vous faites une nouvelle constitution en convoquant une constituante, vous changez la règle du jeu, vous rendez possible la révocation des élus, vous interdisez, vous rendez inéligibles pour toujours ceux qui ont été condamnés pour des délits de cette nature, vous interdisez le népotisme, c'est-à-dire le fait d'embaucher sa famille. Bref, ou bien vous faites une loi de vertu républicaine, ou vous aurez la pagaille, parce que cette pagaille-là ne produit rien. Vous comprenez que va produire M. Fillon aujourd'hui ? De la haine, c'est tout. Alors, de la rage. François Fillon ou un autre, parce que la question se pose de son remplacement dans son camp. Si c'est Alain Juppé, vous, qui êtes candidat à la présidentielle, ça changerait tout ? Écoutez, c'est leurs affaires. Mais vous, ça changerait la campagne. On a besoin de pouvoir avoir une campagne électorale. Écoutez, là, nous sommes en train de passer 3, 4, 5 minutes à commenter une histoire dans laquelle, moi, je n'ai rien à voir. Et je voudrais vous pouvoir y êtes parler. parce que vous êtes candidat à la présidentielle. Mais je suis candidat à la présidentielle, vous l'avez bien dit, ça suppose qu'il y a une élection. Et une élection en démocratie, c'est des débats. Vous voulez parler de quoi avec cet homme-là ? Quand je fais un meeting où j'explique que ce qu'est le compte pénibilité, pourquoi ça vous permet que de gagner 2 ans de retraite, etc. Et je dis, on va en parler à M. Fillon, toute la salle éclate de rire. Dès que vous parlez, il n'est même pas hué, il fait rire. Vous comprenez ? Comment peut-on avoir un débat démocratique si les choses doivent se passer dans des conditions pareilles? L'idée au passage... Ça va vous surprendre hein, que je sois pour avoir une droite présentable. L'idée au passage de repousser la présidentielle, c'est une idée jouable ou pas? Si vraiment ça se passe mal, si vraiment il y a un candidat empêché? Et puis quoi encore? C'est quoi la semaine prochaine? Parce que toutes les semaines, il y a une nouveauté. On va pouvoir faire campagne quand dans ce pays? À quel moment on va pouvoir savoir qui est vraiment candidat et à quelle date a lieu l'élection? Justement, est-ce qu'il vaut mieux pas repousser pour que tout soit clair? Non? Ah, c'est pas mon avis, moi. Que ceux qui ont à en connaître s'en débrouillent. Moi, je peux vous dire une chose. La France insoumise, c'est une force consciente et cohérente. On s'adaptera à tous les terrains. Alors justement, comment distinguer les propositions des uns et des autres? C'est au programme que se fait la différence. Oui. Et on va prendre une de ceux qui ont un programme. C'est votre cas. On va prendre une de vos mesures. Le SMIC à 1 300 € net par mois. Il est à tout petit peu plus de 1 100 en ce moment. Ça passe aussi pour vous par des allégements de cotisations pour les entreprises? Alors d'abord, commençons par dire que le SMIC actuel est à peine 100 € au-dessus du seuil de pauvreté tel qu'il est reconnu par les organismes internationaux. Ce n'est pas acceptable, n'est-ce pas? Donc il faut l'augmenter. L'augmenter permet d'abord de mieux vivre, les gens en ont assez de survivre, et puis permet des consommations responsables. L'homme que je suis ne peut pas proposer une agriculture bio qui coûte nécessairement plus cher sans proposer d'augmenter les salaires pour avoir des consommations responsables. Donc vous voyez que l'augmentation des salaires, c'est écologique. Est-ce que ça passe par des allégements de cotisations pour les entreprises? Non, mais ça, c'est le discours habituel des Le Pen, la droite, le PS. Et vous, alors comment vous faites? C'est pas du tout ma vision. Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Comment vous faites? Je parle d'une boucle économique dans laquelle, premièrement, la relance de l'activité, moi j'y mets 100 milliards, booste les carnets de commandes. Quand vous avez votre carnet de commandes plein, vous ne vous souciez pas de savoir combien vous payez de cotisations sociales parce que ça roule. Hein. Donc commande publique, c'est de la commande publique? Non, la commande en général. Il n'y a pas que de la commande publique. Il y a de la commande publique. Prenons un exemple. J'applique le plan zéro obstacle que demandent les associations de personnes en situation de handicap. Vous voyez bien que ce n'est pas les très grandes boîtes qui vont aller faire des pentes dans les escaliers des mairies ou dans le métro ou ailleurs. Ce sera nécessairement des petites entreprises. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est la respiration des comptes des petites entreprises. Excusez-moi, mais c'est celle-là qui m'importe plus que les très grandes, parce qu'elles ont de telles réserves que celles-là, elles peuvent pleurer, elles ne m'émeuvent pas. Les autres, si, il y a un problème. Comment fait-on? Premièrement, les petites entreprises ont un mal de chien à se faire payer dans les délais, car souvent, elles sont elles-mêmes les clientes de très grosses entreprises. Donc, je propose le taux d'escompte zéro, c'est-à-dire quand vous avez votre facture, vous la portez à la banque, ils vous donnent les sous, et c'est taux d'escompte zéro, on ne vous prend rien dessus. Et cette mesure-là donne de la respiration. Ensuite, j'ai proposé dans le programme qui est une espèce de caisse générale de péréquation pour prendre en charge les cotisations sociales à due concurrence du nombre de salariés qui se trouvent là. C'est une organisation un peu complexe, qu'on me pardonne de ne pas la détailler ici techniquement, mais tout le monde comprend que les très grosses boîtes payent aussi pour les petites, ça les changera. C'est ça la philosophie. Elles ne font rien. Attendez, que je vous dise une chose sur leur pingrerie, leur rapacité et leur cupidité à ces très grandes entreprises.
Elles n'ont même pas voulu payer le RSI, qui est une organisation lamentable de la sécurité sociale. Que vous supprimeriez. Ah ben clairement, je propose aux gens de rentrer dans le régime général de la sécurité sociale. Ces gens s'arrachent la peau, sont payés souvent très peu, hein, il faut le savoir, la moyenne des salaires des petits entrepreneurs, et n'ont aucune des couvertures sociales qu'on reconnaît à tout le monde dans ce pays, parce que c'est normal quand on travaille d'être protégé. Des retraites qui sont revenus au cœur du débat avec la proposition d'Emmanuel Macron, qui dit, lui, je veux mettre un système plus simple en place, identique pour tout le monde, avec un compte individuel. C'est ça. Son principe, c'est 1 euro versé pour cotisation ouvrira droit au même droit, quelle que soit la catégorie, le statut. C'est simple, c'est clair. Ah non, mais ça c'est clair, c'est un emballage extrêmement soft, et il faut lui reconnaître le brio. D'autant qu'il y a des journalistes qui ne sont pas curieux, quand ils passent sur le plateau de votre confrère, M. Pujadas, je ne lui demande même pas ce que ça veut dire. Eh bien moi, je vais vous le dire, ce que ça veut dire. Ça s'appelle la retraite par points. Ça veut dire que vous allez comprendre. À l'américaine. Vous cotisez, tout à fait. Vous cotisez, mais vous ne savez jamais combien vous aurez le moment venu. Pourquoi ? Parce que, et votre retraite peut varier d'une année à l'autre, le montant de votre retraite. Pourquoi ? Parce qu'il intègre 2 paramètres. Premièrement, l'âge, l'espérance de vie dans votre génération. Alors, si vous avez une grande espérance de vie, quick, vous avez moins. Figurez-vous que ça ne veut rien dire, parce que moi, je suis né en 1951, comme vous le savez, mais moi, je suis un intellectuel qui a fait ma vie dans des bureaux où j'ai moins souffert que celui qui était à la mine ou celle qui était en train de charrier des cagettes, d'accord ? Donc, eux, leur espérance de vie, elle est de 59 ans quand la mienne est de plus de 70 ans. Donc, ça ne prend pas en compte, c'est ce que vous dites ? Ça ne tient pas compte de la souffrance au travail. Deuxio, ça ne vous garantit pas votre revenu de retraite. Tertio, il dit, vous pourrez moduler, vous partez à la retraite quand vous avez envie. Ben voyons, hein, quand votre point vous permettra quoi ? Et lui a dit que ça en modulerait jusqu'à l'âge de 67 ans. Ça veut dire que jusqu'à 67 ans, vous continuez à travailler, à essayer de grappiller des petits points pour avoir une retraite de misère. Moi, je dis, retraite à 60 ans, après 40 annuités, et pas 43 comme le propose le PS, d'accord ? Ni les autres, c'est pire encore. Deuxio, personne ne doit avoir, après avoir travaillé toute sa vie, avoir le nombre d'annuités, personne ne doit avoir moins que le montant du SMIC. En tout cas, être au-dessus du seuil de pauvreté. 1300 dans votre perspective. Voilà. C'est pas très difficile à financer, il y en a pour à peine 10 milliards. C'est quelque chose qui se trouve assez facilement, et je vous l'exposerai quand vous me réinviterez pour ça. À propos d'argent, la mise en place d'une assurance maladie universelle. Ça, c'est votre proposition. Le mot universel est très à la mode en ce moment. Vous, c'est pour couvrir les frais de santé à 100%, sans passer par les mutuelles et les assurances complémentaires. Ça veut dire quoi ? On soigne gratis ? Ça veut dire... oui, ça veut dire que... oui. Mais monsieur, vous avez envie de payer. Si vous avez un cancer et que vous ne pouvez pas payer, vous dites « Ah non, excusez-moi, je ne me soigne pas ». Les cancers sont pris à 100% globalement. Bon, mais écoutez, vous dites ça pour tous les soins. Mais oui, c'est pas compliqué à comprendre. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui à payer ? 16 milliards, une fois que la Sécu est passée et vous a remboursé. Qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez des mutuelles et des assurances complémentaires. Plus vous êtes âgé, plus ça vous coûte cher. C'est-à-dire, plus vous avez besoin, plus ça vous coûte cher. Tout le principe de solidarité est évacué. C'est absurde. L'idée de départ de la sécurité sociale, c'est vous payez suivant vos moyens et vous recevez suivant vos besoins. Si vous êtes malade, on vous soigne. Comment on fait ? Actuellement, il reste 16 milliards à charge des familles. Donc il faut trouver 16 milliards. Je les ai trouvés, où est le problème ? Par contre, que je ne sais pas... Vous avez trouvé où ? Alors, allez, je vous donne le détail. Alors continuez. Bon, donc j'ai trouvé 21 milliards pour 16 milliards qu'il faut. Mais je veux quand même mettre en garde les gens contre les choses qui font le même bruit. Hein. Tout ce qui brille n'est pas d'or et tous les 100% ne sont pas universels de la même manière. Monsieur Macron propose lui aussi 100%. Alors les gens disent « c'est parfait, vous dites la même chose ». Pas du tout. Lui, il dit « ce sont vos complémentaires qui vont les prendre en charge ». Autrement dit, il vous propose de vous payer le 100% en augmentant vos cotisations. Ce n'est pas du tout ce que je propose de faire. Donc je propose de reprendre c'est l'État qui prend tout le personnel de ces complémentaires dans la sécurité sociale, et le remboursement à 100%, et je sais le financer. Donc pourquoi on ne le fait pas ? Parce que ça fait vivre les assurances privées, parce que ça fait vivre toutes sortes de parasites qui coûtent très cher. Leur double gestion coûte 6,5 milliards aux braves gens qui... Ça, Martin Hirsch l'avait notamment pointé du doigt aussi récemment. Et Martin Hirsch, pour une fois, était d'accord avec moi. Inutile de vous dire que j'étais très heureux. Comme j'ai dit avant, pardon, je sais bien que je n'ai aucun droit. Non, peu importe, vous avez raison. C'est pas important, c'est l'idée qui... Mais monsieur, ça vous arrache la bouche, mais il m'arrive d'avoir des idées avant les autres. Non, je vous dis, vous savez, monsieur, ça arrive. Deuxième campagne présidentielle pour vous, avec l'espoir de transformer l'essai, de faire coup double. Renaud Dely, rédacteur en chef de Marianne, est avec nous ce midi. Une vieille connaissance, là. Sympa pour vieille. Bonjour.
Bonjour Renaud. Bonjour Francis. Bonjour Renaud. Par rapport à votre première présidentielle en 2012, le climat en France a bien changé, le regard des électeurs et des militants aussi. On est allé à la rencontre de votre équipe de campagne, mais aussi à Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne, où il y a 5 ans, vous aviez réalisé parmi vos meilleurs résultats 25% des voix. La France Insoumise, siège de campagne de Jean-Luc Mélenchon, bonjour. On est déjà à 270 000 citoyens et citoyennes qui soutiennent Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'ai fait la campagne de 2012. Au-delà du personnage, maintenant, c'est quand même des affiches beaucoup plus programmatiques. Il est plus libre de dire ce qu'il veut, puisqu'avant, on était au sein d'une coalition. Je ne sais pas si c'est le terme exact. Et notamment Maxime et Claude qui s'occupent des cartes pour le 18 mars. Déjà en 2012, j'étais militant local, donc j'étais assez jeune, comme vous pouvez l'imaginer. Mon idée, c'était l'alliance d'un discours de gauche et à la fois de l'écologie. Enfin, tout ce qu'on soutient toujours encore, et on a cette constance depuis 5 ans. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a 50% des gens qui n'ont pas fait leur choix. C'est à eux qu'on veut s'adresser. Sympathique, j'ai même voté pour lui au premier tour la dernière fois. Il n'est pas une girouette? Moi j'aime bien les grandes gueules, madame. Il joue un jeu un peu populiste. Je pense qu'il parle à une certaine catégorie de gens, pas tout le monde. Un peu à l'ancienne toujours. Il a quelque chose de plus que les anciens communistes, entre guillemets. Allez, franchir la crémosité, délicieux. Je préférais en 2012. Il s'est affirmé peut-être. Et puis son cirque avec les hologrammes, là, ça passe pas du tout avec moi. Ce qui compte, c'est quel programme on fait, il ne sera jamais élu. Et il le sait. En dernier ressort, s'il y a lui et Marine Le Pen, ou s'il y a lui et Fillon, c'est lui que je choisirai. Renaud. Alors Jean-Luc Mélenchon, on le disait à l'instant, c'est la deuxième fois que vous êtes Alors candidat. ça, c'est censé être un reportage qui rend compte de ce qu'est la France insoumise. À Ivry, bon d'accord. Ivry-sur-Seine, 25% Oui, des voix il y a 5 ans. Qui dit que l'hologramme, bon... On a entendu certains il a le droit. supporters et d'autres... Oui, il a le droit, bah, bien sûr. Il aurait le droit de dire le contraire, il y en a, hein, vous On savez. a entendu certains de vos électeurs et puis d'autres qui ne l'étaient pas forcément. Et en tout cas, c'est donc la deuxième fois que vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Oui. Et J'espère que c'est pas les sondages, pas du tout. Alors, ce ne sont que des sondages, mais vous estimez aujourd'hui autour de 11, 12, 13%, à peu près le score que vous avez fait à 5 ans ou un petit peu plus. Comment faire pour franchir un palier, pour rassembler plus large, puisque vous vous battez pour gagner? Comment faire pour franchir un cap qui vous amène jusqu'au second tour? Oui, c'est le problème d'une campagne électorale, d'une manière générale. Aujourd'hui, 46%. Je vais vous dire ma priorité. Depuis le début, vous savez, Monsieur Dely, parce que vous êtes un analyste de nos stratégies politiques, je ne crois plus à l'idée qu'il y ait d'un côté un bloc de gauche et de l'autre côté un bloc de droite. Je pense que tout s'est effrité, et notamment le bloc de gauche, en raison de la gestion calamiteuse de François Hollande et du Parti socialiste sur ce pays, qui a dénaturé les mots. Bref, je fais donc un autre raisonnement. Je pense qu'une masse populaire est disponible pour un changement de modèle de fonctionnement de la société, la 6e République, la planification écologique, etc. C'est ça mon objectif. Et je me sens conforté par le fait, incroyable, qu'à l'heure à laquelle nous parlons, c'est du jamais vu en France, 46% des gens en âge de voter ne savent pas pour qui ils vont voter. Donc, je réponds à votre question, je m'adresse à eux en dehors de toute combine et arrangement de cartel de partis. Vous aussi, d'une certaine façon, vous situez-vous aussi d'une certaine façon au-delà du clivage droite-gauche? C'est-à-dire que le clivage droite-gauche, c'est en quelque sorte, il a une réalité, évidemment. Il y a historiquement, philosophiquement, intellectuellement, une construction mentale de droite et de gauche, mais la masse du peuple français, elle ne sait plus où elle en est. Alors c'est quoi le clivage? Si je me contente de leur dire, écoutez, venez, c'est bien parce que c'est de gauche, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais c'est bien parce que c'est de gauche, je perds mon temps et je comprends que les gens soient dégoûtés. Donc je m'adresse au peuple. Alors ce peuple, justement, vous l'appelez à se mobiliser, à manifester avec vous le 18 mars. Oui. C'est quoi l'objectif quantitatif de ce rassemblement? Alors, vous le savez, mon raisonnement est qu'une campagne électorale non seulement doit fixer de l'adhésion, j'essaye de faire une campagne où on adhère à un ensemble d'idées, celui contenu dans ce programme, c'est pas si long à lire, et non pas simplement faire du en-contre. Alors comme je suis contre ceci ou contre cela, alors je vote de telle ou telle manière. Non, c'est parce que je suis d'accord avec cette vision du monde qu'on vote pour moi qui suis le marcheur de l'idée. L'objectif de cette marche à Paris, le 18 Alors, mars. l'objectif, il est à la fois lié. Attendez, Ouais. Monsieur Dely, que je réponde bien à votre question, sinon vous direz que je m'enfuis. C'est un moment de la campagne, bien sûr,
parce qu'on va marquer de manière très forte notre volonté d'une 6e République, la fin de la monarchie présidentielle devant la statue de la République. Mais c'est aussi un événement, politique en France. C'est une marche pour la 6e République. C'est-à-dire que dans un moment où tout se décompose, vous allez avoir une masse de plusieurs dizaines de milliers de gens, je ne saurais vous dire mieux, qui vont se mobiliser pour la 6e République. Sur plusieurs thèmes, la lutte contre les inégalités, l'écologie, il y a un candidat de gauche, qui est Benoît Hamon, qui est sur des thèmes similaires, sur des positionnements assez voisins des vôtres. Est-ce que ce n'est pas un problème auquel vous vous heurtez aujourd'hui en campagne? D'abord, pour moi, c'est une victoire, Monsieur Dely. J'ai vécu assez longtemps pour savoir l'importance qu'il y a à voir les idées commencer à se répandre. Mais ça vous complique la tâche. Celui qui est sectaire au point de ne pas apprécier ça ne comprend rien à la construction politique du peuple français. Les mots sont en circulation. Après, vous avez raison. Naturellement, ça a été un problème pour moi, parce que, instantanément, l'objectif affiché par l'équipe du candidat du PS, ça a été de me siphonner, de me ringardiser, comme il disait, il s'inventait. Ça ne s'est pas produit, peut-être aussi grâce à l'hologramme, contrairement à ce qu'a dit ce monsieur, mais bref, ça ne s'est pas produit. Et il est vrai, là vous avez raison, que l'apparence similitude, il y a des terrains communs. Mais sur d'innombrables questions, nous sommes précis, il y a un programme. Par exemple, sur le nucléaire, par exemple, sur la 6e République, j'envisage la participation populaire de manière souveraine, pas des comités d'experts. En tout cas, vous l'avez rencontré de nouveau la semaine dernière, mais toute idée de rapprochement est définitivement exclue d'ici le scrutin entre Benoît Hamon et vous. Écoutez, lui et moi, nous sommes convenus du fait que nous ne donnerons pas à nos adversaires le spectacle dont ils ont envie. C'est-à-dire, lui et moi, nous sautant à la gorge, discutant d'aspects du programme qui, bien sûr, sont fondamentaux, mais peuvent apparaître secondaires. Nous savons où est l'os dur de notre divergence, c'est la question européenne, puisque lui récuse toute stratégie de type plan B, mais nous sommes convenus que nous ne donnerons pas prise à cette bataille de chiens. Cependant, il est vrai que, d'une certaine manière, l'avancée que j'incarnais s'est trouvée à un moment donné bloquée. J'ai redémarré, je croise les doigts, et le 18 mars va sans doute Votre but, c'est d'arriver devant Benoît Hamon, au moins. Votre but, c'est d'arriver devant Benoît Hamon, au moins. Mon but est d'arriver au 2e tour. Je ne veux pas être mis en compétition avec lui, ce n'est pas mon sujet. Qu'il fasse pour le mieux, je tâche de faire pour le mieux. Et là, pour le coup, comme on est en démocratie, c'est les électeurs qui tranchent. Les dépôts de parrainage pour valider votre candidature et les candidatures à la présidentielle, ils ont commencé au Conseil constitutionnel, ils sont dévoilés peu à peu. Et au dernier décompte, qui date de vendredi, vous en étiez à 136. On sait qu'il en faut 500. Est-ce que vous êtes certain d'atteindre le seuil des 500 ou est-ce que dans vous la avez vie, une crainte? on n'est jamais certain de rien, et peut-être même pas d'être encore vivant. Est-ce que vous avez des craintes, autrement dit? Mais non, d'abord, c'est pas dans ma nature. Les craintes, je suis un homme trop organisé pour avoir des craintes. Mais il est vrai que je m'appuie sur une base environ de 600 personnes qui m'ont assuré de leur parrainage. Je dis bien qu'ils m'ont assuré. Il y a ceux qui ne m'ont pas assuré, mais dont ce sera sans doute le devoir de le faire. Eh bien, j'attends avec calme et confiance. Alors, on me dit par contre qu'il y a un problème avec le Conseil constitutionnel. Je le mets en garde. Attention, on ne joue pas avec ça. Parce que l'Association des maires ruraux de France a fait un communiqué exceptionnel en période électorale en disant il y a un problème avec la rétention de parrainage au niveau du Conseil constitutionnel. J'espère qu'ils exagèrent. Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec les élus communistes? Est-ce que vous êtes certain que la direction du Parti communiste donne vraiment à ces élus consigne de vous donner tout leur parrainage? Non, la direction communiste a donné pour gelé ce parrainage. En gros, et d'envoyer le plus tard possible. Bon, c'est son affaire. Pourquoi Je ne sais pas. Ils n'ont pas confiance en vous? Moi, ce que je sais, c'est que d'ores et déjà, il y a de nombreux communistes, élus communistes, qui m'apportent leur parrainage en toute loyauté et en application des décisions qu'ils ont prises entre eux. Mais je ne me mêle pas de la vie intérieure des partis qui me soutiennent, sinon pour leur dire une chose. Le 18 mars, cette grande marche appartient à tout le monde. Je demande donc à ceux qui me soutiennent, Parti communiste, Parti de gauche, ensemble, de ne pas s'approprier la marche et par conséquent de ne pas la submerger de drapeaux partidaires qui sont bien sûr les bienvenus, mais dont je souhaite qu'ils ne récupèrent pas la manif. Ceux qui veulent défiler derrière leur drapeau défileront à la fin du cortège. Voilà ce que j'ai à dire. Le mouvement appartient à la masse du peuple français. Si je n'y parviens pas, là sera mon échec. Mais s'il reste la propriété du peuple français, j'irai au 2e tour. Merci, Renaud, d'être venu sur le plateau de Merci, Dimanche en monsieur politique. On en parle. La taxe d'habitation, encore une fois Emmanuel Macron qui veut la supprimer pour 80% des foyers. Est-ce qu'il faut la supprimer, la taxe d'habitation? Alors c'est l'impôt le plus affreux qui pèse sur les ménages. Quand vous voyez arriver la taxe d'habitation, vous êtes tétanisé. Alors M. Macron propose de l'annuler. Ah ben attendez, vous m'avez parlé de Macron, Bien peut sûr. me répondre, non?
Il propose de l'annuler quand on lui dit mais ça fait 20 milliards et c'est une part tout à fait énorme des ressources des communes. Comment vous compensez ça? Ah ben il dit c'est l'État. L'État, c'est vous mon cher, ce sont nos impôts. Or, M. Macron ne propose pas de changer le nombre de tranches d'impôts. Vous savez que moi je vais en mettre 14 pour que ce ne soit pas la classe moyenne qui porte tout sur son dos comme le bourricot de service. D'accord? Oui. Eh bien lui non. Donc vous allez payer, vous tous qui m'écoutez, 20 milliards de plus sur vos impôts sur le revenu, sur 5 tranches, pour pouvoir compenser la somme. Mais vous êtes pour la Macron. suppression de la taxe d'habitation, qu'on soit bien clair. Moi, je suis pour la remplacer, mais je suis surtout pour qu'on écoute ce qu'ont à dire les élus sur le sujet. Je voudrais vous dire que les bases cadastrales sur lesquelles ceci est évalué n'ont pas bougé depuis 1970. Alors tout le monde le répète, mais moi je vais vous dire la vraie vérité. C'est que personne n'ose le faire, tellement tout le monde a la trouille de ce que ça donnerait comme matraquage fiscal local si on changeait ces bases. Donc il faut trouver d'autres ressources. Et je termine en disant des ressources propres et autonomes. Les communes ont des libertés qui sont sacrées en France. Elles doivent pouvoir percevoir les moyens de leur existence sans que l'État vienne s'en mêler. Voyez-vous, la décentralisation, c'est d'abord la commune, l'échelle de base. Une autre chose, pour éviter les bavures ou les contestations lors des contrôles d'identité, vous vous souvenez, François Hollande avait promis la mise en place de récépissés après les contrôles d'identité. C'est une idée qui a été abandonnée. Est-ce que vous pourriez la reprendre? Ça va de soi. Et j'ajoute ceci. Il est temps de trouver une autre façon de fonctionner dans ce pays, notamment à propos du fonctionnement de la police. L'honneur de l'uniforme, c'est qu'il doit être apprécié, attendu et désiré par la population. Pas craint, redouté et méprisé dans certains cas. Et les récépissés, ça fait partie de ça? Par conséquent, oui, parce que je veux que vous sachiez ça, monsieur Letellier. Vous et moi, nous sommes, du fait de notre couleur de peau, bien moins interpellés dans la rue que certains de nos concitoyens qui subissent un véritable harcèlement. Je ne l'accepte pas. Et je demande que l'on ait une éthique républicaine dans la police sans faille, car la police ne s'appartient pas non plus. Jean-Luc Mélenchon va terminer par l'instantané. C'est la photo qu'on demande à l'invité, une photo qu'il a faite, qu'il a prise et qu'il nous envoie. C'est quoi? Alors, c'est le chantier Piriou en Bretagne, et on voit la coque d'un navire qui vient d'être terminé. Regardez bien, on voit des points partout. Là, le soudeur va par son art et sa technique donner pile poil la courbure qu'il faut. Et vous voyez deux êtres humains qui marchent devant. Je veux que vous sachiez qu'on est en train de faire un bateau qui est une merveille, qui est un bateau de mission scientifique, de gendarmerie des mers pour l'océan Indien et brise-glace dans l'océan Arctique, qui se fabrique sur ce chantier. C'est une merveille. Nous autres, les Français, nous savons tout faire. Ça rejoint votre économie de la mer. Mon économie de la mer. Alors moi, des bateaux comme ça, on en produira beaucoup plus. Je ne sais pas, les chantiers Piriou n'arriveront pas à couvrir la demande. Donc il faudra que tous les chantiers de France s'y mettent pour qu'on ait les navires de service pour les éoliennes qu'on va mettre en mer. Très rapidement, Jean-Luc Mélenchon, c'est bientôt le 8 mars, 40e anniversaire de la journée des droits des femmes. Quelle est la mesure qu'il faudrait faire tout de suite, là, en un mot? D'abord et avant tout, passer à l'égalité salariale en punissant durement. Pourquoi? Parce que si on passe à l'égalité salariale entre hommes et femmes, on finance, par le surcroît de cotisations sociales, la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Mais attendez, je termine sur un mot. La régression idéologique de notre pays, comme d'autres pays, me fait peur. Donc je veux qu'on mette le droit à l'IVG dans la Constitution. Le corps des femmes est leur propriété, elle n'est pas celle de leur famille, ni de leurs enfants, ni de leurs compagnons. Voilà la raison pour laquelle il faut le protéger, le sanctuariser. Même s'il faut passer par un référendum, parce que ça passe par Il n'y a pas besoin de référendum. La Constituante le fera, et si vous m'élisez moi, ça sera dans la loi. Merci Jean-Luc Mélenchon d'être venu sur le plateau de Dimanche en politique, à retrouver sur le site France Info, sur Plus, le compte Twitter de l'émission aussi. Et Catherine Matoche prend ma place pour l'actualité de la mi-journée. Au 18 mars.